jour, ceux qui vivaient de votre douceur ne trouveront plus personne à dévorer. Ce jour-là, il n'y aura peut-être aucune scène. Aucun cri. Aucune porte claquée. Aucun discours destiné à expliquer ce qui vient de mourir. C'est précisément ce qui troublera les autres. Ils auraient préféré votre colère, parce que la colère leur aurait encore donné une place. Ils auraient préféré vos larmes, parce que les larmes leur auraient permis de redevenir nécessaires. Ils auraient préféré votre confusion, parce qu'une personne confuse peut encore être ramenée dans l'ancien cercle. Mais ce qui surgit alors n'est ni rage, ni effondrement, ni amertume spectaculaire. C'est un silence d'une autre nature. Un silence qui ne demande plus à être compris. Il arrive un moment dans la vie des êtres trop sensibles où l'âme cesse de négocier avec ce qui la détruit. On dira qu'ils sont devenus froids. On dira qu'ils ont changé. On dira qu'ils ne sont plus aussi ouverts, aussi doux, aussi disponibles qu'avant. Mais ce jugement vient presque toujours de ceux qui avaient confondu leur bonté avec une ressource gratuite. Ils ne pleurent pas la disparition d'une personne aimante. Ils pleurent la fin d'un accès. Ils découvrent soudain que ce qu'ils appelaient affection était peut-être un système d'approvisionnement, et que ce système ne répond plus. Ce n'est pas la mort de l'empathie. C'est la fin de son esclavage. Jung comprenait que certaines transformations psychiques ne ressemblent pas à une élévation lumineuse. Elles ressemblent d'abord à une perte. Quelque chose se retire. Quelque chose se ferme. Non par haine du monde, mais parce qu'une partie plus profonde de l'être refuse enfin de continuer à servir d'autel à la souffrance des autres. L'individu sensible, celui qui avait passé des années à sentir les tensions avant qu'elles soient nommées, à absorber les atmosphères avant même d'entrer dans une pièce, à deviner les blessures derrière les gestes, découvre une chose qui le terrifie presque autant que ceux qui l'entourent, il peut sentir sans se sacrifier. Cette découverte ne vient pas doucement. Elle vient après des années d'usure silencieuse. L'empathe n'est pas seulement quelqu'un qui compatit. Il est souvent celui qui a appris très tôt à lire les visages comme on lit les changements de temps dans un ciel instable. Une mère se ferme, et il le sent. Un père retient une colère, et il l'anticipe. Un frère devient distant, et il cherche déjà ce qu'il devra réparer. À force de percevoir l'invisible, il finit par croire qu'il en est responsable. Il ne reçoit plus seulement les émotions des autres. Il les administre. C'est ainsi que commence la servitude des êtres sensibles, non par faiblesse, mais par excès de perception. Dans certaines familles, l'enfant le plus réceptif devient le lieu où tout ce qui n'est pas digéré par les adultes vient se déposer. On l'appelle mature, parce qu'il ne fait pas de bruit. On l'appelle gentil, parce qu'il cède avant que le conflit n'éclate. On l'appelle compréhensif, parce qu'il apprend à donner des excuses à ceux qui ne lui en donneront jamais. On le félicite pour une intelligence émotionnelle qui n'est parfois qu'une hypervigilance bien habillée. Il grandit en croyant que son rôle est de sentir à la place des autres. Plus tard, cette fonction se déplace dans les amitiés, dans l'amour, dans le travail. Il devient celui à qui l'on écrit quand tout va mal. Celui qui répond même lorsqu'il n'a plus de force. Celui qui écoute les mêmes cycles de plaintes, les mêmes drames, les mêmes contradictions, sans jamais poser la question qui couperait trop net. Pourquoi viens-tu toujours vider ta douleur ici, mais jamais construire avec moi autre chose ? Il devient la pièce chaude où les autres viennent déposer leur froid. Et pendant ce temps, personne ne demande ce que cela coûte à la pièce. L'empathe s'habitue à être utile. Puis il confond l'utilité avec l'amour. Cette confusion est l'une des plus dangereuses. Être nécessaire procure une sorte de sens. On se dit que si l'on peut soulager, contenir, réparer, alors sa présence est justifiée. La fatigue devient une preuve de profondeur. Le sacrifice devient une monnaie morale. Plus on souffre pour les autres, plus on se croit pur. Et tout un monde applaudit ce malentendu, parce qu'il profite énormément des gens qui prennent leur propre effacement pour une vertu. Mais l'inconscient, lui, ne se laisse pas convaincre par les compliments. Il enregistre. Il enregistre chaque fois où la bonté a été utilisée comme une porte ouverte. Chaque fois où l'on a demandé de la compréhension sans offrir de respect. Chaque fois où l'on a pleuré dans vos bras, puis méprisé votre douleur lorsqu'elle a enfin osé apparaître. Chaque fois où vous avez senti le mensonge avant de le prouver, le détachement avant qu'il soit avoué, la manipulation avant qu'elle prenne une forme claire. L'empathe pardonne souvent en surface. Mais quelque chose en dessous n'oublie pas. Ce quelque chose n'est pas rancunier. Il est exact. Pendant des années, il peut continuer à aimer des personnes dont il connaît déjà les mécanismes.
Il sait quelle phrase fera naître la culpabilité. Il sait quelle faiblesse sera exploitée au prochain désaccord. Il sait que telle promesse n'est qu'un déplacement du problème. Il sait que telle douceur arrive toujours avant une demande. Il sait. Et pourtant, il reste. Non parce qu'il est stupide, mais parce qu'il préfère encore croire au potentiel d'une personne plutôt qu'à la répétition de ses actes. C'est là que l'amour devient une hallucination morale. On ne voit plus l'autre tel qu'il est. On voit la version qu'il pourrait devenir si seulement il guérissait, s'il comprenait, s'il avait moins peur, s'il recevait assez d'amour pour cesser de blesser. L'empathe projette sur l'autre une noblesse qui n'a pas encore de preuve. Il appelle cela foi. Parfois, c'est seulement une manière élégante de refuser la réalité. Jung aurait reconnu ici le travail des projections. Ce que nous ne voulons pas perdre à l'extérieur est souvent ce que nous avons placé nous-mêmes sur le visage d'autrui. Nous voyons de la profondeur là où il n'y a peut-être que dépendance. Nous voyons de la vulnérabilité là où il y a contrôle. Nous voyons une blessure à sauver là où il y a une stratégie pour ne jamais répondre de soi. Et plus nous avons investi d'énergie dans cette image, plus il devient difficile de la retirer. La vérité ne fait pas seulement mal parce qu'elle révèle l'autre. Elle fait mal parce qu'elle nous rend témoins de notre propre participation. Le point de rupture arrive presque toujours par une trahison. Non une contrariété ordinaire. Non une dispute qui pourrait être réparée avec des mots. Une trahison qui traverse toutes les excuses disponibles. Quelqu'un que l'empathe a protégé se révèle capable d'une cruauté calme. Quelqu'un qui l'a défendu parlait contre lui dans son dos. Quelqu'un dont il a porté les angoisses, les fragilités, les crises, a utilisé cette intimité comme un avantage. Et soudain, ce n'est pas seulement l'autre qui s'effondre. C'est tout le récit. L'empathe comprend alors qu'il savait. Il savait depuis longtemps. Cette reconnaissance est plus violente que la trahison elle-même. Car l'autre a menti, certes. L'autre a pris, utilisé, manipulé, peut-être. Mais l'empathe, lui, a ignoré cette voix intérieure qui lui montrait déjà les fissures. Il a forcé son intuition au silence pour maintenir une paix artificielle. Il a protégé une relation contre sa propre lucidité. Il a appelé patience ce qui était parfois abandon de soi. Il a appelé amour ce qui exigeait chaque jour une petite mutilation intérieure. Alors la douleur change de direction. Elle ne va plus seulement vers celui qui a trahi. Elle revient vers celui qui s'est trahi pour ne pas perdre celui qui trahirait. C'est une douleur plus nue, moins théâtrale, plus difficile à partager. Comment expliquer que ce qui fait le plus mal n'est pas seulement d'avoir été trompé, mais d'avoir collaboré avec sa propre illusion? Comment dire que l'on ne pleure pas seulement une personne, mais des années passées à négocier contre son propre instinct? C'est là que quelque chose devient silencieux. Pas parce que l'être sensible n'a plus rien à sentir. Au contraire. Il sent enfin trop clairement. Il voit les gestes sans le voile de l'espérance. Il entend les phrases sans y ajouter une intention plus noble. Il regarde les anciens cycles avec une lucidité presque insoutenable. Ce que les autres prennent pour de la froideur est souvent l'effet visible d'une projection qui s'est retirée. Le visage se calme, non parce que la douleur a disparu, mais parce que l'âme cesse de gaspiller son énergie à nier ce qu'elle sait. Ce calme est frais. La colère aurait rassuré tout le monde. La colère signifie encore que l'on peut discuter, provoquer, retourner la scène, demander pardon, faire pleurer, faire revenir. Mais lorsque l'empathe devient calme, quelque chose dans l'ancien système comprend que la source a changé de propriétaire. Il n'est plus possible d'appuyer sur les mêmes boutons. Le chantage affectif tombe dans le vide. Les crises organisées ne produisent plus le réflexe de sauvetage. Les accusations ne déclenchent plus l'explication interminable. La culpabilité ne trouve plus de prise. Les autres ne reconnaissent plus celui qu'ils avaient l'habitude d'utiliser. Ils demandent « Que t'arrive-t-il » Mais la vraie question serait « Que nous arrive-t-il maintenant que tu ne portes plus ce que nous refusions de porter ?» Dans une famille, cela peut provoquer un désordre immédiat. Les conflits qui étaient autrefois amortis deviennent visibles. Les tensions que l'empathe absorbait se mettent à circuler sans filtre. Ceux qui avaient pris l'habitude d'être compris sans se comprendre eux-mêmes découvrent la violence de leur propre immaturité. Celui qui jouait l'enfant blessé rencontre enfin le silence d'un adulte qui ne se précipite plus. Celle qui transformait chaque limite en accusation découvre que l'autre ne vient plus se justifier. Le système accuse toujours celui qui cesse de le nourrir.
Il dira que vous êtes devenu égoïste. Il dira que vous manquez de cœur. Il dira que vous avez changé comme si le changement était une preuve contre vous. Mais parfois, changer signifie simplement cesser d'être disponible à sa propre disparition. Parfois, la personne que les autres regrettent n'était pas votre vérité, mais votre fonction. Ils ne regrettent pas votre âme. Ils regrettent votre service. Il faut entendre cela sans haine. Car la haine serait encore une attache. L'empathe qui atteint ce seuil ne veut plus nécessairement punir. Il veut sortir. La vengeance lui paraît presque grossière. Il possède pourtant de quoi blesser. Il connaît les failles, les peurs, les dépendances, les contradictions. Il pourrait parler avec une précision dévastatrice. Il pourrait rendre à chacun ce qu'il a reçu. Mais quelque chose en lui n'a plus faim de cette symétrie. Il ne veut pas gagner contre ceux qui l'ont vidé. Il veut ne plus être vide. C'est une différence immense. Ce retrait n'est pas de la faiblesse. C'est une souveraineté naissante. Jung appelait individuation ce mouvement par lequel l'être cesse de vivre uniquement selon les rôles, les attentes et les images imposées. Pour l'empathe, cette individuation passe souvent par une chose que la culture lui avait interdite, intégrer la part de soi qui dit non. La part qui protège. La part qui choisit. La part qui n'explique pas chaque frontière. La part que l'on avait appelée dureté parce qu'elle refusait d'être consommée. Cette part n'était pas mauvaise. Elle était gardienne. Le jour où l'empathe cesse de se livrer, tout ce qui dépendait de son effacement commence à trembler. Il ne devient pas brutal. Il ne devient pas cynique. Il ne se met pas à mépriser ceux qu'il aimait. Ce serait trop simple, trop visible, presque rassurant. Non. Il devient précis. Il cesse de répondre là où il répondait automatiquement. Il cesse d'expliquer là où il passait autrefois des heures à traduire sa propre douleur pour ne pas offenser celui qui l'avait causée. Il cesse de courir vers les incendies que d'autres allumaient chaque fois qu'ils avaient besoin de sentir son attention. Cette tenue nouvelle est souvent prise pour une absence de cœur. Mais ce n'est pas le cœur qui a disparu. C'est l'ancienne servitude. Pendant longtemps, l'empathe a cru que sentir obligeait à intervenir. Voir la tristesse d'un autre signifiait la porter. Sentir une tension signifiait l'apaiser. Reconnaître une blessure signifiait devenir responsable de sa guérison. Cette confusion l'a rendu indispensable à des systèmes qui ne voulaient pas changer. Famille, couple, amitié, lieu de travail. Partout où quelqu'un refusait de rencontrer sa propre ombre, l'empathe devenait le lieu où cette ombre était déposée. Puis un jour, il ne la prend plus. La scène paraît minuscule. Un message arrive, chargé d'urgence émotionnelle. Autrefois, il aurait répondu immédiatement. Il aurait arrêté ce qu'il faisait. Il aurait senti dans son corps la détresse de l'autre comme une convocation. Cette fois, il lit. Il comprend. Il pose le téléphone. Non par mépris. Par retour à lui-même. Et ce simple geste, presque invisible, marque une rupture plus profonde que beaucoup de grands discours. Ce qui n'obtient plus de réaction perd une partie de son empire. Les personnes habituées à sa disponibilité ne comprennent pas. Elles tentent d'abord les anciennes méthodes. Elles dramatisent. Elles accusent. Elles exagèrent leur douleur. Elles rappellent tout ce qu'elles ont vécu, tout ce qu'elles ont donné, tout ce que l'empathe devrait comprendre s'il était encore celui qu'elle connaissait. Mais précisément, il n'est plus celui qu'elle connaissait. Ou plutôt, il n'est plus celui qu'elles utilisaient. Il écoute parfois. Il répond parfois. Mais il ne se quitte plus. C'est cette différence qui effraie. Avant, même lorsqu'il disait non, son énergie restait disponible. Il refusait en culpabilisant, donc l'autre pouvait encore entrer par la faute. Il posait une limite en s'excusant, donc la limite ressemblait à une erreur dont il fallait le faire revenir. Maintenant, il ne cherche plus à rendre son refus confortable. Il ne l'enrobe plus dans 1000 justifications. Il dit simplement « Cela ne me convient pas ». Puis il laisse la phrase exister. Une phrase nette est insupportable pour ceux qui vivaient dans le flou. Dans la famille, cette transformation prend souvent une violence particulière. Car la famille ne demande pas seulement de l'amour. Elle demande souvent la fidélité au rôle. Celui qui a toujours calmé doit continuer à calmer. Celui qui a toujours compris doit continuer à comprendre. Celui qui a toujours absorbé doit continuer à absorber. Lorsqu'il cesse, personne ne parle d'équilibre retrouvé. On parle de trahison.
On demande où est passée sa douceur. On oublie de demander combien elle lui avait coûté. L'empathe découvre alors que certaines paix n'étaient que des silences imposés à son propre corps. Il ne vient plus au repas où son énergie est dévorée sous couvert de tradition. Il ne médit plus des conflits entre adultes qui préfèrent l'utiliser plutôt que se parler. Il ne répond plus à chaque crise fabriquée pour récupérer sa présence. Il peut aimer encore, mais à distance. Et cette distance, loin d'être une fuite, devient parfois la première forme honnête de l'amour. Aimer sans se dissoudre. Être présent sans redevenir une fonction. Dans le couple, la même vérité devient plus intime. Celui ou celle qui avait appris à survivre par le pardon automatique ne pardonne plus avant d'avoir regardé. Les excuses ne suffisent plus lorsqu'elles servent seulement à recommencer. Les promesses ne l'émeuvent plus lorsqu'elles remplacent une transformation réelle. L'empathe ne supplie plus l'autre de comprendre ce qu'il a déjà expliqué 100 fois. Il ne transforme plus chaque blessure en conférence. Il cesse de traduire l'évidence à quelqu'un qui bénéficiait de ne pas la comprendre. Il ne demande plus d'être choisi par ce qui l'abîme. Certains partenaires, devant cette nouvelle présence, se réveillent. Ils voient soudain ce qu'ils avaient reçu sans le mesurer. Ils comprennent que l'amour de l'empathe n'était pas une faiblesse, mais une profondeur dont ils avaient abusé. Ceux-là peuvent changer, non parce qu'on les a menacés, mais parce que la perte de l'ancien accès leur révèle la valeur de ce qu'ils avaient. D'autres, au contraire, ne supportent pas cette égalité nouvelle. Ils regrettent l'ancien déséquilibre. Ils veulent retrouver celui qui excusait, attendait, réparait, revenait. Ils ne regrettent pas l'amour. Ils regrettent l'impunité. Alors ils partent, ou ils provoquent, ou ils cherchent ailleurs une autre conscience prête à les porter. Et l'empathe, cette fois, ne s'effondre pas comme avant. Non parce qu'il n'a pas aimé, mais parce qu'il comprend que certaines pertes ne sont pas des abandons. Ce sont des libérations que l'attachement avait d'abord déguisées en catastrophe. Au travail aussi, la mutation devient visible. Celui qui absorbait les tensions de tout cesse d'être le coussin invisible de l'organisation. Il fait son travail. Il le fait bien. Mais il ne devient plus le réceptacle des angoisses, des négligences, des conflits que personne ne veut traiter. Il ne prend plus 3 responsabilités pour prouver qu'il mérite sa place. Il ne confond plus excellence et auto-exploitation. Il ne laisse plus son intelligence émotionnelle être transformée en main-d'œuvre gratuite. Certains appellent cela désengagement. C'est parfois simplement la fin du pillage. On lui reprochera d'être moins investi, alors qu'il est seulement moins disponible à l'abus. On regrettera son ancienne souplesse, qui était souvent un autre nom pour son épuisement. On trouvera son calme étrange. On dira qu'il met des limites, comme si cette phrase désignait une maladie moderne plutôt qu'un retour à la mesure. Mais l'empathe sait désormais que tout système malade accuse celui qui cesse de se laisser contaminer. Ce changement n'est pas un mur. C'est un filtre. Il ne ferme pas son cœur. Il cesse de le laisser ouvert à tous les vents. Sa sensibilité demeure, mais elle n'est plus répandue sans discernement. Elle devient dirigée. Choisie, consciente. Il peut encore percevoir la douleur d'un autre, mais il ne se précipite plus pour en devenir le remède. Il peut encore sentir le malaise d'une pièce, mais il ne se croit plus obligé de se sacrifier pour en modifier l'atmosphère. Voilà ce que beaucoup ne comprennent pas, l'empathe éveillé sent toujours. Il sent même davantage, parce que son énergie n'est plus noyée dans le chaos des autres. Mais maintenant, sentir ne signifie plus obéir. Voir ne signifie plus sauver. Comprendre ne signifie plus excuser. Sa compassion n'est plus une fuite hors de lui-même. Elle devient un acte volontaire, offert là où existe une réciprocité, une vérité, une capacité réelle de croissance. C'est ici que la part d'ombre trouve sa place. Cette part que l'empathe avait longtemps appelée dureté. Cette part qui disait « assez ». Cette part qui refusait de répondre, de consoler, d'expliquer, de rester. Pendant des années, il l'avait condamnée, parce qu'on lui avait appris que toute limite était une forme d'égoïsme. Mais cette ombre n'était pas son ennemi. Elle portait ce que sa lumière avait oublié, l'instinct de conservation. Intégrer cette ombre ne rend pas mauvais. Cela rend entier. L'empathe devient alors capable d'une chose rare, aimer sans être capturé par le besoin d'être aimé en retour. Il peut aider sans s'abandonner. Il peut écouter sans devenir une poubelle émotionnelle. Il peut partir sans transformer son départ en guerre.
Il peut laisser les autres vivre les conséquences de leurs propres choix, sans courir les sauver de la douleur qu'ils ont eux-mêmes produite. Pour ceux qui dépendaient de lui, cela ressemble à de la cruauté. Pour lui, c'est la première forme de paix. Cette paix n'a rien de sucré. Elle ne ressemble pas aux images faciles de guérison. Elle est parfois froide, nue, presque austère. Elle oblige à regarder combien de liens étaient maintenus par la culpabilité. Combien de présences n'étaient là que parce qu'il ne savait pas partir. Combien de pardons n'étaient pas des pardons, mais des renoncements à sa propre vérité. À mesure qu'il cesse de participer, les structures se révèlent. Les amitiés à sens unique deviennent évidentes. Les familles qui se disaient unies montrent leur dépendance cachée. Les couples construits sur le déséquilibre perdent leur langage. Les collègues qui appréciaient sa gentillesse découvrent qu'ils appréciaient surtout son absence de refus. Tout cela peut donner l'impression d'une destruction. Mais ce qui tombe n'était peut-être pas solide. Ce qui se défait tenait par sa fatigue. Il faut parfois retirer son énergie pour voir ce qu'une relation était réellement. Et lorsque le vide apparaît, il ne faut pas se précipiter pour le remplir. L'empathe devra apprendre à ne plus confondre silence et abandon. Il devra supporter des soirées sans drame, des conversations sans urgence, des relations qui ne demandent pas de sauvetage. Il devra réapprendre la simplicité. Après des années passées dans l'intensité des autres, la paix peut sembler presque suspecte. Mais la paix n'est pas vide. Elle est simplement sans chantage. Peu à peu, son monde se réorganise. Les personnes qui ne cherchaient en lui qu'une fonction s'éloignent. Celles qui respectent sa présence sans l'épuiser restent. De nouvelles relations apparaissent, moins bruyantes, moins affamées, moins théâtrales. On n'y gagne pas l'ivresse d'être indispensable. On y gagne quelque chose de plus rare, la possibilité d'exister sans devoir servir de preuve d'amour. L'empathe cesse d'être un refuge ouvert à tous. Il devient une maison avec une porte. Et pour la première fois, il possède la clé. L'empathe qui cesse de se trahir devient difficile à manipuler. Non parce qu'il devient méfiant envers tout. La méfiance permanente est encore une prison, simplement construite avec d'autres matériaux. Ce qui change est plus subtil. Il ne confond plus intensité et vérité. Il ne confond plus urgence et devoir. Il ne confond plus la douleur d'autrui avec une convocation immédiate à disparaître de lui-même. Quelque chose en lui a appris à rester présent sans se laisser absorber. Cette présence modifie l'air autour de lui. Les êtres qui vivaient de confusion le sentent avant même de le comprendre. Ils tentent les anciennes portes. Une phrase culpabilisante. Une fragilité soudain théâtrale. Une urgence mal définie. Une accusation destinée à provoquer l'explication. Mais rien ne s'ouvre comme avant. Là où il y avait jadis une blessure disponible, il y a maintenant une frontière calme. Là où il y avait une peur de décevoir, il y a une attention plus froide, plus juste, presque silencieuse. Les manipulateurs n'aiment pas les êtres silencieux qui voient clair. Ils préfèrent ceux qui doutent de leur propre perception. Ceux qui demandent pardon avant même d'avoir compris ce qu'on leur reproche. Ceux qui expliquent trop, parce qu'expliquer trop, c'est souvent supplier l'autre de ne pas retirer son amour. L'empathe éveillé ne joue plus ce jeu avec la même docilité. Il peut entendre une critique, mais il n'accepte plus automatiquement la dette affective qu'on essaie d'y glisser. Il écoute. Il trie. Il garde ou il laisse tomber. Cette simplicité est nouvelle. Presque violente. Avant, chaque émotion extérieure devenait une affaire intérieure. Une humeur froide suffisait à l'inquiéter. Un silence le faisait chercher ce qu'il avait mal fait. Un reproche vague déclenchait une enquête contre lui-même. Il vivait comme si les autres détenaient constamment une partie de son verdict. Maintenant, il ne remet plus sa paix dans des mains aussi instables. Il ne demande plus à ceux qui l'ont blessé de lui confirmer qu'il avait le droit d'avoir mal. C'est une des libérations les plus profondes. Tant que l'on attend de celui qui a causé la blessure qu'il reconnaisse exactement la blessure, on reste suspendu à son tribunal. L'empathe a longtemps attendu cette reconnaissance. Il voulait que l'autre dise enfin « Oui, j'ai vu ce que je t'ai fait. Oui, tu n'étais pas fou. Oui, tu as porté plus que ta part. » Mais parfois cette phrase ne viendra pas. Et une partie de la maturité consiste à cesser de faire dépendre sa guérison de la lucidité de quelqu'un d'autre. La vérité n'a pas besoin d'être signée par celui qui l'a niée. À partir de là, la culpabilité perd de sa force. Non d'un seul coup. Elle revient parfois,
par ancienne vague. Elle demande, et si tu étais trop dur? Et si tu abandonnais quelqu'un qui souffre? Et si ta limite était une cruauté déguisée? Ces questions ne disparaissent pas immédiatement, parce qu'elles ont été installées pendant des années. Mais l'empathe apprend à les entendre sans leur remettre le gouvernement. Il découvre que la culpabilité n'est pas toujours une preuve de faute. Parfois, elle est seulement le bruit que fait une ancienne prison quand on s'en éloigne. Alors son monde devient plus petit, mais plus réel. Moins de personnes. Moins de sollicitations. Moins de conversations où il faut surveiller chaque nuance. Moins de relations qui exigent de lui une disponibilité sans retour. Ce rétrécissement apparent est souvent la première forme de richesse. L'espace libéré n'est pas vide. Il devient habitable. Dans ce silence, l'empathe commence à revenir. Il retrouve des désirs qu'il avait enterrés sous les urgences des autres. Il retrouve une fatigue qu'il n'avait jamais eu le droit de nommer. Il retrouve parfois une colère ancienne, non pour s'y installer, mais pour comprendre ce qu'elle protégeait. Il retrouve aussi une douceur différente. Moins offerte. Moins immédiate. Moins compulsive. Une douceur qui ne cherche plus à acheter sa place dans le monde. La bonté qui ne vient plus de la peur devient beaucoup plus rare. Et beaucoup plus forte. C'est ici que la transformation cesse d'être seulement défensive. Au début, il s'agissait de ne plus être consommé. Ensuite, de poser des limites. Puis de reconnaître les systèmes qui vivaient de son effacement. Mais plus loin, quelque chose d'autre apparaît, la capacité de choisir où son empathie devient féconde. Il ne donne plus à ceux qui veulent seulement prendre. Il donne à ceux qui peuvent recevoir sans détruire. Il apprend que toute souffrance ne mérite pas son énergie. Cette phrase peut sembler dure. Elle ne l'est pas. Elle est nécessaire. Certaines souffrances ne cherchent pas la guérison. Elles cherchent un témoin permanent. Certaines crises ne demandent pas de solution. Elles demandent une scène. Certaines personnes ne veulent pas sortir de leur feu. Elles veulent seulement que quelqu'un d'autre y brûle avec elles. L'empathe éveillée ne se laisse plus hypnotiser par le spectacle de la détresse lorsqu'elle refuse toute responsabilité. Il peut compatir sans entrer. Il peut aimer sans porter. Il peut voir sans sauver. Cette triple séparation lui rend sa vie. Jung aurait vu là une forme d'intégration. Non pas l'abolition de la sensibilité, mais son passage de l'instinct à la conscience. Avant, l'empathe était traversée. Maintenant, il répond. Avant, il absorbait. Maintenant, il choisit. Avant, il confondait la paix des autres avec sa mission. Maintenant, il sait que la paix qui exige son effacement n'est pas une paix, mais une domination réussie. La vraie paix ne demande pas qu'un être disparaisse pour que les autres se sentent mieux. Son entourage se transforme presque malgré lui. Les personnes qui ne supportent que les versions faibles, disponibles ou réparatrices de lui s'éloignent. Elles disent parfois qu'il est devenu difficile. En réalité, il est devenu moins exploitable. Les êtres plus simples, plus vrais, plus stables, eux, s'approchent autrement. Ils ne frappent pas à sa porte comme à un hôpital. Ils ne viennent pas avec la certitude d'être soignés. Ils viennent avec une présence qui ne réclame pas la destruction de la sienne. Alors l'empathe découvre une relation qu'il connaissait peu, la réciprocité. Ce mot paraît ordinaire. Il ne l'est pas pour celui qui a longtemps vécu dans le don sans mesure. La réciprocité n'est pas une comptabilité froide. Ce n'est pas rendre exactement ce que l'on reçoit. C'est une dignité partagée. C'est sentir que l'autre ne transforme pas votre sensibilité en dette, votre écoute en obligation, votre amour en servitude. C'est pouvoir être faible sans être exploité. Fort sans être puni. Heureux sans être envié. Silencieux sans être accusé. C'est peut-être cela, finalement, que l'empathe cherchait depuis le début. Non pas quelqu'un à sauver. Quelqu'un devant qui il n'aurait plus besoin de s'abandonner pour être aimé. Une fois cette vérité comprise, l'ancien monde ne peut plus redevenir séduisant. Les drames qui paraissaient profonds révèlent leur pauvreté. Les liens qui semblaient passionnés apparaissent comme des dépendances nerveuses. Les appels à la loyauté sonnent parfois comme des tentatives de rappel. L'empathe ne devient pas supérieur. Il devient moins disponible aux confusions qu'il avait gouvernées. Et cette indisponibilité est sa première liberté. Il y aura encore des rechutes. La vieille habitude de comprendre tout le monde avant soi ne disparaît pas par décret. Une voix ancienne voudra parfois répondre, expliquer, courir,
réparer, être aimé à nouveau par ceux qui n'aimaient que son utilité. Mais quelque chose en lui saura. Et ce savoir, même fragile, suffira à ralentir le geste. Entre l'appel de l'ancien rôle et la réponse, un espace apparaîtra. Dans cet espace, il pourra choisir. C'est là que commence la souveraineté. Non dans le rejet du monde. Non dans une dureté stérile. Non dans une froideur qui se prendrait pour sagesse. Mais dans cette capacité neuve à ne plus se perdre chaque fois qu'une douleur étrangère réclame une demeure. L'empathe n'a pas cessé d'aimer. Il a cessé de confondre l'amour avec l'autorisation d'être envahi. Il a cessé de croire que sa valeur dépendait du nombre de personnes qu'il pouvait sauver. Et peut-être que ceux qui l'entourent ne comprendront jamais vraiment cette transformation. Peut-être continueront-ils à raconter qu'il s'est fermé, qu'il s'est éloigné, qu'il n'est plus le même. Ils auront raison sur un point, il n'est plus le même. La partie de lui qui se laissait consommer pour prouver qu'elle était bonne a perdu son pouvoir. La partie qui se taisait pour maintenir des liens morts a cessé d'obéir. La partie qui demandait la permission d'exister a enfin reconnu son propre visage. Ce n'est pas une fin. C'est une restitution. L'empathe se rend à lui-même ce qu'il avait distribué sans discernement, son attention, sa paix, sa chaleur, sa capacité d'aimer, son droit de ne pas répondre, son droit de ne pas sauver, son droit de ne pas transformer chaque blessure étrangère en mission personnelle. Il ne devient pas pauvre en amour. Il cesse de le gaspiller dans des lieux qui le traitaient comme une ressource naturelle. Désormais, sa compassion a une porte. Sa douceur a une mémoire. Son silence a une autorité. Et si quelque chose en vous s'est reconnu dans ce retrait, il n'est peut-être plus nécessaire de convaincre qui que ce soit. Il suffit parfois de sentir, très calmement, que l'ancien rôle ne vous va plus. De laisser tomber ce qui exigeait votre disparition. De ne pas expliquer immédiatement ce qui vient de se lever en vous. Car certaines naissances ne font pas de bruit. Elles ferment seulement une porte. Et, pour la première fois, personne d'autre ne possède la clé.